cœur des Alpes, dans un site sauvage et grandiose, où la Durance au cours des âges a littéralement scié sa route, Électricité de France a commencé au début de 1955 l'un des plus vastes travaux d'aménagement hydroélectrique de l'Europe contemporaine. Pour sa bataille contre le serpent d'eau vive, pour contenir la ruée de la Durance encore indomptée, l'homme a choisi cet étranglement de la vallée, près d'un bloc rocheux, que les géographes ont baptisé du nom désormais célèbre de Serre-Ponçon. C'est au tiers supérieur de la Durance, à proximité de Gap, à 200 km de la mer, que devait s'élever le plus grand barrage de terre d'Europe. Derrière ce verrou, un lac immense et ramifié comme un V de victoire, dont une des branches mesurerait 20 km et l'autre 9. Il couvrira une superficie de 2700 hectares et accumulera derrière sa masse 1,2 milliard de mètres cubes d'eau. Depuis 5 ans, ce qui n'était encore que l'audacieux schéma d'action d'une pensée créatrice se transforme en réalité puissante. La solitude alpestre a fait place à la bruyante arrivée des hommes et des mécaniques. La marche du temps a mis fin au bucolique royaume des bergers et des troupeaux errants. L'épopée s'est ouverte sur un carrousel de machines industrieuses qui ne connaît ni jour ni nuit et dont l'inlassable vacarme répète aux échos que la conquête a commencé. Elle était urgente et indispensable, cette conquête. Et les anciens avaient raison qui mirent en proverbe le fléau de la Provence. En effet, vienne la mauvaise saison, son flot multiplié par 1000, gonflé de 10 torrents, gonflé de toute pluie, se rue vers la mer, noie tout, ravage tout, arrache les labours, les vergers, emporte au galop l'espoir du paysan et quelquefois sa vie. Nuit d'angoisse, jour de colère, la vallée de l'eau vive n'est plus qu'un torrent boueux où flottent les débris. Pour maîtriser le fléau de toute la Provence, pour créer l'immense lac artificiel, pour établir le chantier, de part et d'autre de l'axe du barrage, il a fallu d'abord creuser dans la montagne 2 longues galeries de dérivation, établir un chenal de fuite en aval, puis dresser un bâtard d'eau en amont du site choisi. Une fois la Durance détournée, une fois le terrain sec, les travaux du barrage proprement dit ont pu commencer. C'est au pied même de l'ouvrage que s'installera l'usine souterraine d'une puissance de 360 000 kVA, dont les 4 turbines fourniront quelques 700 millions de kWh. Passant du plan à la réalité, il nous faut d'abord plonger sous terre, où l'on creusait alors les galeries de dérivation. C'est un enfer de nuit, de bruit, d'humidité. Une armée de machines perfectionnées a été mobilisée pour soulager le labeur des hommes. Le triple fleuret d'acier des Jumbo ronge, creuse, taraude sans relâche la paroi de roc, avec des sifflements rageurs d'air comprimé. Tout à l'heure, lorsque la dynamite aura éclaté, la monstrueuse caravane des dumpers entrera en scène. Il faut en effet évacuer de jour et de nuit des dizaines de mètres cubes de déblais. À grands coups de mâchoire, la pelle mécanique s'emplit, recule et se vide de sa pierraille. La fantastique Noria n'apparaît à l'air libre que le temps de se libérer de son fardeau. Au fur et à mesure, la galerie forée est livrée aux équipes chargées du coffrage, coulant avec une précision contrôlée la juste épaisseur de béton nécessaire entre la paroi rocheuse encore brute et les plaques de métal de la cuirasse intérieure. Dans cette nuit bruyante, on se rendait mal compte des dimensions de l'ouvrage, mais cette vue prise en direction de l'ouverture amont où s'engouffrera la rivière peut à bon droit stupéfier l'arrivant.
Cette galerie, en effet, en remontrerait largement au métro de Paris. Mais ici, on avait surtout besoin d'un chemin de fer. Il marche jour et nuit, il n'a point de gare, point de voyageurs, mais seulement à pleine benne les tonnes et les tonnes d'agrégats qui alimentent la bétonnière installée sur place. Cette bétonnière engloutit d'heure en heure de quoi bâtir un petit immeuble et le rejette à l'autre bout, béton strictement dosé, par tout un réseau de tuyauteries d'injection. Puis un jour, il n'y a plus eu d'autre bout. Tunnel aux parois lisses et robustes, perçant de part en part 800 mètres de rochers, la galerie terminée a débouché au flanc de la montagne comme une gueule grise, prête à engloutir l'eau de la rivière, quelle que soit la saison. Restait à dériver la Durance. Jamais, au plus fort de ses caprices, elle n'avait ainsi changé de route. Et pour changer des habitudes qui remontent en somme à l'enfance d'une rivière millénaire, il a fallu une fois encore livrer bataille, essayer la ruse, employer la force. Et d'abord creuser le nouveau lit provisoire, tandis qu'on s'efforçait de barrer l'ancien en édifiant le bâtard-d'eau. Ici encore, les machines ont travaillé à l'économie. Les galets et les alluvions qu'elles prenaient d'un côté servaient de l'autre. Ici, soustraction, là-bas, addition. La bataille a duré longtemps. Progressivement enserrée par le bâtard-d'eau en construction, la Durance se faisait plus furieuse et concentrait sa force dans les trois goulets. L'escadre des Euclides et des bulldozers est entrée en action. De l'eau contre des pierres et de l'acier. Elle a lutté des heures, la rivière. Puis vaincue, ployant son dos d'écume, abandonnant son chemin millénaire, elle roule son flot sur des galets tout neufs et s'engloutit sous le porche de béton. Maintenant, son eau débouche en bouillonnant dans le chenal de fuite. La première manche de Serre-Ponçon est gagnée. La seconde, c'est l'édification du barrage lui-même. Il est en terre de là ses dimensions imposantes et sa structure. Dans l'axe du barrage, un rideau d'étanchéité ferme le lit d'alluvion. Puis s'élève concurremment un noyau central d'argile et deux flancs de terre en recharge. Un parement de gros blocs forme la carapace extérieure. Vu en coupe, c'est un triangle géant. 125 mètres au-dessus de la Durance, 100 au-dessous, 600 mètres de large à la base, soit deux tours Eiffel couchées bout à bout. Il amènera le niveau maximum de la retenue à une altitude de 780 mètres. À la pression formidable de l'eau captive, l'ouvrage de Serre-Ponçon opposera la masse de ses 14 millions de mètres cubes de recharge ancrés sur le rocher du Cerf. Dès que le lit de la Durance a été sec, les recharges ont commencé. Besogne spectaculaire à laquelle, ici encore, la rivière elle-même fournit ses matériaux. Un Euclide plein reprend le chemin du barrage, un autre vide lui succède, et ainsi de suite. Cahotant dans la poussière, il roule maintenant vers le chantier. Sa place est préparée, balisée, sa manœuvre dirigée. Il déverse son chargement selon les indications précises d'un rigoureux planning. C'est en effet une des nécessités essentielles de la construction du barrage, que les recharges y montent couche par couche régulièrement et que le compactage y soit parfait. Voici pourquoi, jour après jour, avec une régularité d'horloge, se déroule le même ballet de machines où chaque engin joue sa partie. Après le passage de l'Euclide et les 40 tonnes d'alluvions déversées, arrive le bulldozer pour une première égalisation, une sorte de repassage du sol. L'énorme charrue à 3 socs qui passe ensuite s'appelle un scarifieur. Il achève le travail en profondeur et ameublit définitivement la nouvelle couche, épaisse de 30 cm. Cette couche, la voici maintenant soumise à un arrosage régulier. Il ne reste plus maintenant qu'à faire intervenir le rouleau
dont les 45 tonnes achèvent le cycle des opérations. Mais dans le même temps, au cœur du barrage, s'est élevé le noyau central d'argile. L'argile aussi, c'est dans le bassin de la Durance qu'on la recueille. Voici la carrière des Lyonnais, dont le curieux quadrillage ressemble de loin à quelques rizières d'Asie et qui remplit somme toute un rôle comparable. Sous la pellicule d'eau de chacun de ces bassins, l'argile attend de servir. Grâce à cette technique originale, elle est maintenue dans l'état d'humidité convenable, indispensable à la perfection homogène du noyau du barrage. C'est là que, jour et nuit, depuis des années, la caravane ininterrompue des Euclides vient puiser pour alimenter le chantier. Le chantier, cette zone jaunâtre qui s'étire entre la double masse rocheuse. Ces mots vous parlent peu, argile et imperméabilité. Ils représentent pourtant l'élément capital du barrage, son âme et son cœur. Étonnant cœur qui demande à l'argile provençale à la fois son imperméabilité inaltérable et sa souple élasticité. C'est la raison pour laquelle une minutie particulière préside à son érection au milieu d'incessantes vérifications. Au fur et à mesure que s'élève l'étonnante construction, un réseau d'appareils de contrôle est enfoui dans la masse même, relié à ces postes de surveillance mobile. Les ingénieurs auscultent le géant, tandis que l'argile monte couche par couche, en exacte synchronisation avec les recharges alluvionnaires, et que le même balai de machines bien réglées rythme son progrès. Simplement, les machines quelquefois changent. Au lieu du scarifieur précédent, c'est par exemple le disc around. Au pied même du barrage, un réduit bétonné a été aménagé. C'est ici qu'aboutiront tous les filets nerveux de la vérification. Lorsque le barrage sera en service, ici seront enregistrées et surveillées les réactions intérieures de la prodigieuse masse d'argile et de terre. Chaque jour, sur la pente des versants, bennes et camions ont hissé un peu plus haut leur chargement. Serre-Ponçon devenait réalité. Une réalité géante. Serre-Ponçon, c'était cette masse de galets et d'alluvions prenant d'assaut les collines environnantes. Mais à côté de la présence spectaculaire du barrage, et dans le même temps, les travaux annexes avançaient aussi, tout devant être prêt à la fois pour la mise en service. Les galeries de dérivation provisoires vont servir pour l'alimentation de la centrale souterraine. Tandis que la Durance dérivée y coule encore, on a bétonné la paroi qui les surplombe et sur laquelle s'érige maintenant le bâtiment de commande des vannes et dresse vers le ciel la rouge architecture de leur mécanisme. Au sommet du barrage, un autre morceau, une autre gueule de béton s'est ouverte, celle de l'évacuateur de crue qui permettra de maintenir en toutes circonstances le niveau de la retenue établi par les ingénieurs. Et déjà, les flancs de la montagne ont été dénudés pour laisser sa place à l'eau prisonnière jusqu'à la côte 780. Serre-Ponçon est une œuvre nationale. Aussi la France entière a-t-elle participé à sa création. Tandis que s'érigeait le plus haut barrage de terre d'Europe, bureaux d'études et ateliers s'apprêtaient à en fournir l'équipement. Ingénieurs, techniciens, dessinateurs avaient dressé les plans. À leur tour, dans diverses régions de France, les usines allaient donner aux épures leur imposante réalité. Pour la centrale souterraine de Serre-Ponçon, qui sera l'une des plus vastes actuellement construites, il faudra par exemple 4 transformateurs triphasés dont la puissance nominale atteint 90 000 kVA. Une machine presque unique en son genre par ses dimensions a pris en charge les câbles de cuivre nécessaires au bobinage. La technique française mobilise pour Serre-Ponçon ce qu'elle a de plus puissant et de plus rare.
Le meuble aux dimensions géantes encombre maintenant à lui seul un atelier vaste comme une cathédrale, tout entier consacré à son montage. Et voici le transformateur aux essais dans son bac. À l'intérieur de cette espèce de carrosserie étanche, il baigne tout entier dans l'huile. Contact. Un trait de foudre jaillit dans le piège que lui tendaient 2 sphères de cuivre. Spectacle dangereusement magique. L'air vibre et crépite, tandis qu'une étincelle d'un bleu éblouissant transporte de l'une à l'autre une décharge de plus d'1 million de volts. Bon pour le service. Le service, c'est ici qu'il s'accomplira, dans l'usine souterraine creusée à même le roc au pied du barrage. Les 4 turbines seront logées dans de vastes puits bétonnés ouverts au ras du sol. C'est à partir de ce puits, à partir des turbines et des transformateurs géants, que la rivière domestiquée deviendra réellement la précieuse houille blanche. Et dans un panache d'étincelles, les soudeurs achèvent d'ajuster les divers éléments des conduites forcées. Sortant de ces conduites, l'eau de la Durance parviendra au rotor des turbines par ces ouvertures munies d'aubes fixes. Et tout au fond du puits, bien au-dessous de l'étrange balcon annulaire où circule un technicien, on achève déjà la pose du stator. Quant au rotor, il a fallu le monter sur place, son poids et ses dimensions en interdisant le transport. La mise en place des tôles s'effectue avec un mouvement alterné des marteaux qui fait penser à quelque chorégraphie abstraite ou à un étrange orchestre, mais qui n'est en réalité dicté que par la nécessité d'éviter toute déformation. Lorsque Serre-Ponçon entrera en service, les anciennes galeries de dérivation provisoire continueront à fonctionner dans leur partie amont comme des prises d'alimentation. Par une fenêtre pratiquée dans leur paroi, s'évaderont vers l'usine souterraine les conduites forcées. Et juste en aval de celle-ci, de puissantes vannes obtureront l'ancienne dérivation. Mobiles et télécommandées, elles pourront, le cas échéant, laisser échapper une partie de l'eau accumulée à l'abri du barrage pour d'éventuels travaux. On achève d'installer le piquage des conduites forcées. Des grilles en protégeront l'orifice. Leur profil particulier, leur inclinaison, ont été spécialement étudiés et on les monte à la main. Car si le chantier de Serre-Ponçon a mobilisé les machines à son service, dans tous les détails essentiels, dans tout ce qui engage son destin futur, rien ne saurait remplacer l'intervention des hommes. L'œil qui apprécie, le cerveau qui juge, la main, admirable et sûr outil de précision. C'est pourquoi Serre-Ponçon a aussi mobilisé les hommes. Ils sont près de 2000, comme cet ouvrier, qui ont créé une vie nouvelle dans ce coin des Alpes dépeuplées. Mais la vie s'épanouit là où passent les chemins. La vie est échange et circulation. En s'insérant dans l'ancienne topographie, Serre-Ponçon a suscité du même coup un important programme de travaux de construction. Presque partout, il faut tailler le passage à flanc de montagne et la puissance des engins mis en œuvre rend plus spectaculaire encore leur position acrobatique. 7 tunnels, 13 ponts, de nombreux ouvrages d'art auront été nécessaires pour établir le nouveau réseau dont l'intérêt touristique se trouve décuplé. Routes et voies ferrées naguère suivaient le fond de la vallée. En créant un lac aussi vaste que le lac d'Annecy, les ingénieurs ont dû le noyer partiellement. Le plus spectaculaire alors n'est-il pas le futur pont de Savines qui franchira le lac de Serre-Ponçon d'un saut de près d'1 kilomètre. Il semble résumer à lui seul les tours de force techniques réalisés un peu partout. De conception hardie, il étire son tablier sur 12 consoles supportées par autant de piles creuses de section carrée. Les dimensions et la résistance de ce tablier sont telles que la route nationale 94 le franchira à l'aise.
À l'époque où l'on construisait le pont de Savines, avant la mise en eau du barrage, les piles centrales dominaient de près de 40 mètres le vieux lit de la Durance. Lorsque Serre-Ponçon fonctionnera, emmagasinant 1200 millions de mètres cubes d'eau, le niveau maximum de la retenue s'établira à moins de 2 mètres au-dessous du tablier. Ce tablier qu'une méthode moderne, construit par section, à partir de chaque console, offrant cette image d'un audacieux équilibre. Dans ce paysage renouvelé, une œuvre française aura atteint son double objectif, régulariser le débit d'une des plus capricieuses rivières des Alpes et fournir à l'activité nationale les centaines de millions de kilowattheures dont elle a besoin. Admiration justifiée, car lorsque tout cela sera prêt, à la date fixée, lorsque les turbines arracheront sa force à l'eau, lorsqu'un immense lac bleu s'épanouira au cœur des Alpes, aussi paisible et accueillant que la Durance était rageuse et méchante, Électricité de France aura tiré de l'oubli, pour le bien commun, ce nom qui est symbole de victoire et de prospérité, Serre-Ponçon.